Cela fait plusieurs semaines que je réfléchis à une vidéo pour expliquer les spécificités des émotions chez les personnes autistes. C'est difficile de résumer le sujet et de réussir à l'expliquer tellement le profil émotionnel des autistes s'éloigne de la normalité entre guillemets. Je veux dire par là que le profil émotionnel des personnes qui ne sont pas autistes est considéré comme la norme et qu'il est similaire d'une personne à l'autre. Peu de personnes ont conscience qu'il existe d'autres profils émotionnels que celui-là, et cela génère beaucoup d'incompréhension dont les personnes autistes souffrent. Il a fallu attendre que j'ai 33 ans et le diagnostic d'autisme pour prendre conscience que j'avais un profil émotionnel atypique. Et cela explique même beaucoup de choses, comme on va le voir plus tard. Je vais ici parler de mes émotions. Je ne vais pas aborder ma compréhension des émotions des autres. Je pense faire une autre vidéo pour ça. Alors installez-vous confortablement et ouvrez vos oreilles. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais vous expliquer mon profil émotionnel, puisque c'est celui que je connais le moins mal. Chaque personne autiste est différente et donc aura un profil émotionnel différent. Ce que je vais dire là ne concerne que moi. Il est vrai que beaucoup de personnes autistes partageront probablement certains éléments de ce profil. Mais cela ne veut pas dire que toutes les personnes autistes auront ces caractéristiques. J'ai 3 difficultés majeures en ce qui concerne mes émotions. Premièrement, il est courant que je n'ai pas conscience que je suis en train de vivre une émotion ou plusieurs émotions. Deuxièmement, il est aussi très difficile pour moi de réussir à identifier là où les émotions que je ressens et à les expliquer. Troisièmement, je n'arrive pas à réguler mes émotions. Cela porte un nom médical barbare, l'alexithymie. Gardez ce mot pour le Scrabble. Ce n'est pas évident d'expliquer un phénomène comme celui-là. Quand je pense à mes émotions, j'ai l'image du Mind Flyer de la série Stranger Things qui me vient dans la tête. Vous savez cette image où les héros de la série découvrent le Mind Flyer enfermé derrière une vitre et que l'ensemble est entièrement flou, mais qu'ils devinent toutefois que le monstre est bien là, gigantesque et insaisissable. C'est comme s'il y avait une vitre opaque et que je devinais à peine les contours de mes émotions. Souvent, j'ai l'impression qu'il n'y a rien derrière cette vitre opaque. Parfois, j'ai l'impression de deviner une forme floue, mais je suis incapable de dire de quoi il s'agit. Cependant, il y a des moments où je devine quelque chose derrière cette vitre, quelque chose d'énorme, comme si beaucoup de choses étaient entremêlées entre elles. Je vais prendre une autre image, c'est comme si je voyais derrière cette vitre soit une tempête, soit un tsunami, avec beaucoup de petits éléments intriqués les uns dans les autres, sans parvenir à réussir à distinguer chaque élément de ce bordel. Quand je suis dans cette situation, c'est que je suis dans un état de crise qu'on appelle shutdown. Cela vient d'une surcharge émotionnelle et ou mentale. C'est le seul moment où je me dis « Tiens, là, je suis en train de ressentir quelque chose d'émotionnel ». C'est donc dans les moments extrêmement violents que je peux dire avec certitude que je suis en train de ressentir une émotion. Jusqu'à mon diagnostic d'autisme, je n'avais pas conscience de tout ça. Et même lorsque je faisais ce genre de crise extrême, je n'avais jamais vraiment réalisé qu'il s'agissait de surcharge émotionnelle ou mentale. Car dans cet état de crise, je suis souvent en dissociation mentale. Cela veut dire que je suis, en plus d'être coupé de mes émotions, je suis coupé de la réalité en quelque sorte. La dissociation mentale veut dire qu'on se déconnecte complètement de notre corps et de notre esprit. C'est comme si on n'était plus là ni physiquement ni mentalement. C'est un processus psychologique bien connu qui est mis en place par le cerveau dans le but de protéger la personne quand la personne fait face à une situation traumatisante. On comprend bien que face à un tsunami émotionnel, le cerveau se met dans cet état-là en guise de protection. La dissociation entraîne souvent un retard important de la réaction de la personne. Donc si on me parle, je ne vais pas comprendre ce qu'on me dit ou avec beaucoup de difficultés et beaucoup de retard. Je ne vais pas réussir à répondre parce que je suis mutique, ou alors je vais répondre avec beaucoup de retard. Ou encore je ne vais pas réussir à formuler ou verbaliser une réponse parce que je n'ai plus accès à mes capacités de réflexion. Les mots vont se bousculer et je vais bafouiller, je ne vais pas dire les bons mots, ce que je vais dire va sembler complètement décousu et incompréhensible par les autres. Dans certains autres cas, je peux aussi avoir des phases de déréalisation ou dépersonnalisation. Dans ces moments-là, c'est comme si j'avais une hyper-conscience de la situation
mais que j'étais complètement extérieure à cela, comme si j'étais une caméra à l'extérieur de moi-même et que je me voyais comme dans une série télé, sans pour autant que j'aie accès à mes capacités de réflexion et de langage. Cela forme une espèce de paralysie mentale très dérangeante, de laquelle je n'arrive pas à sortir non plus, alors que pourtant je suis pleinement consciente de cette phase et que j'ai envie d'en sortir. C'est aussi un processus psychologique mis en place par le cerveau pour protéger en cas de traumatisme. Quand j'ai compris tout cela, j'ai pris conscience de beaucoup de choses et j'ai compris certaines spécificités ou certaines réflexions qu'on a pu me faire par le passé. On m'a souvent reproché que je ne parlais jamais de mes émotions et que je n'exprimais jamais mes émotions clairement. On m'a dit souvent que j'étais un mur, froide, débile, parce que je n'étais pas en mesure de répondre à des questions simples qui étaient en fait des questions sur mes émotions. On m'a dit qu'avec moi, il n'était jamais possible d'avoir une discussion sérieuse, comprendre par là qu'on ne pouvait jamais aborder des sujets considérés comme émotionnels, parce que je m'effondre en crise et que j'étais donc incapable de prononcer quelque chose et d'expliquer le fond de ma pensée et de mes émotions. J'ai pris conscience aussi qu'en fait, je suis dans un état d'anxiété très important et permanent depuis la maternelle. J'ai une courbe d'oscillation de l'anxiété qui n'est jamais à zéro. Jamais personne n'a fait le lien entre mes migraines, mes troubles digestifs et mes insomnies avec cette anxiété. Jamais personne ne m'a expliqué que cette anxiété était un symptôme grave à prendre au sérieux car intense, fréquent et permanent. Cette situation explique aussi le fait que j'ai beaucoup de mal à évaluer comment je vais. J'ai tendance à toujours répondre sur des symptômes physiques et jamais psychologiques, parce que pour moi c'est trop flou et distant, voire je n'ai pas du tout conscience que mon malaise du moment a une cause psychologique. Ça peut être vraiment problématique pour communiquer et se faire comprendre. Notamment, les autres peuvent ne pas saisir réellement tout ce que vous essayez d'exprimer si c'est trop flou ou pas dit du tout. Une des caractéristiques du profil émotionnel autistique, c'est aussi une difficulté pour gérer et réguler les émotions. En réalité, pour pouvoir gérer et réguler des émotions, il est essentiel de savoir les identifier. Vu que j'ai un problème pour cela, on comprend assez bien pourquoi la régulation des émotions est compromise par avance. Cependant, on peut noter que le profil émotionnel est particulier aussi, dans le sens où les émotions sont différentes chez les autistes. Les émotions ressenties sont souvent plus fortes. Elles ont donc plus d'impact sur la personne autiste, sur sa capacité à réfléchir. Cela prend plus d'espace mental et peut provoquer des douleurs physiques du type migraine, nausées, plaques de boutons, etc. Les émotions durent beaucoup plus longtemps en termes de temps. Chez une personne non autiste, une situation peut être passée au bout de quelques minutes, alors que chez une personne autiste, cela va demander plusieurs heures ou plusieurs jours de récupération. Il y a aussi une hypersensibilité émotionnelle. Quelque chose qui peut paraître anodin pour une personne non autiste va représenter un obstacle insurmontable et catastrophique pour une personne autiste et la mettre dans un état pas possible pendant des heures. J'ai souvent besoin de beaucoup plus de temps pour récupérer. Ça se compte en heures ou en semaines. Il y a souvent une complexité plus grande des émotions, avec beaucoup d'émotions ressenties en même temps qui donnent cette impression de tempête mentale. Pourtant, parmi les préjugés sur les personnes autistes, il est souvent dit que les personnes autistes ne ressentent pas d'émotions. Parmi les premiers mots-clés quand on tape autisme dans Google, on trouve « Les autistes ressentent-ils des émotions ?» On les compare par ailleurs régulièrement à des robots ou des aliens complètement exemptes d'émotions, même dans des livres spécialisés écrits par des médecins. On va même plus loin en pensant qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux et qu'ils ne ressentent jamais rien. Je pense que vu mes explications, on comprend bien à quel point ce préjugé est complètement à l'opposé de la réalité. Les autistes ressentent des émotions, c'est juste qu'ils les expriment de manière complètement différente. Pour ma part, j'intériorise énormément de choses et je fais énormément de masking social. De ce fait, les gens ont souvent l'impression que je suis hyper zen, hyper calme, alors qu'en réalité, à l'intérieur de moi, je suis en crise comme décrit précédemment. Cela paraît impossible et impensable, inimaginable pour les personnes qui ne sont pas autistes. Je suis capable de cacher une crise à tel point que les gens pensent que je suis hyper zen. On m'a souvent reproché le fait d'être inexpressive au niveau de mon visage, mais aussi d'être trop émotionnelle lorsque je suis dans une crise et que je m'effondre sur moi-même en pleurant. Quand j'explique ma vérité, je dois souvent faire face à du déni de la part des autres.
parce que ce que j'explique ne correspond pas à ce que les autres personnes voient, ou ça ne correspond pas à leur réalité. Encore un bel exemple des incompréhensions mutuelles entre autistes et non-autistes, qui donne naissance à un mythe très dommageable pour les autistes, celui selon lequel les autistes n'ont pas d'émotion. Au vu de ce que j'ai expliqué auparavant, je pense que vous allez comprendre si je vous dis que je ressens maintenant un sentiment d'injustice profond face à tout ce qu'on a pu me dire par le passé. Comment parler des émotions si on n'a pas conscience qu'on est en train de vivre une ou des émotions ? Comment parler de ces émotions si on n'arrive pas à comprendre de quelles émotions précisément il s'agit ? Comment exprimer avec des mots quelque chose qu'on ne comprend pas ? Comment verbaliser quelque chose qu'on ne comprend pas si on est en état de crise qui nous coupe l'accès au langage et à la pensée? Même ici, j'ai l'impression de ne pas réussir à expliquer tout cela. J'ai l'impression que c'est confus et incompréhensible. J'ai mis des semaines à préparer cette vidéo en essayant de mettre au clair le plus possible ce sujet-là. Les reproches que j'ai pu recevoir par le passé me semblent donc aujourd'hui comme des injustices crasses. Par ces reproches, on me reproche en réalité simplement le fait d'être autiste. Par là, je comprends aussi qu'on doit subir une double peine. Déjà en tant qu'autiste, les émotions sont extrêmement compliquées à comprendre et à gérer pour soi-même dans son intériorité. En plus de ça, on doit gérer les incompréhensions des autres sur cette situation sur laquelle nous n'avons pas la main. Ce n'est pas une question de motivation. Notre cerveau est constitué comme cela et on n'y peut rien. Pour autant, les autres refusent de comprendre les explications données et refusent d'accepter le fait qu'il existe une autre réalité que la leur. Ils persistent donc à exiger de moi de ne plus être autiste, car c'est bien ce dont il s'agit quand on me dit d'arrêter d'être trop émotive, qu'on exige de moi d'être plus claire dans l'expression de mes émotions, qu'on exige de moi de partager plus de ma vie privée en expliquant mes ressentis personnels, etc. On me demande l'impossible, tandis que les autres ne font aucun effort pour essayer de comprendre l'autisme. Depuis mon diagnostic, j'ai donc considérablement avancé dans la compréhension de moi-même en ce qui concerne les émotions. J'ai bien compris le fonctionnement et les mécanismes en œuvre. Grâce au diagnostic, j'ai pu comprendre que ce n'était pas de ma faute et que ce n'était pas parce que je n'étais pas assez motivée. J'ai pu être soulagée d'un certain poids. J'ai cherché depuis à trouver des solutions et des astuces pour m'apprendre à identifier et gérer mes émotions en respect de mes caractéristiques autistiques, parce que mes émotions occupent une très grande place et ont beaucoup d'impact dans ma vie. Je suis en crise quasiment tous les jours. La moindre chose peut me provoquer une crise qui dure des heures et jours. Je me retrouve à être constamment dans un état où j'ai envie de tout balancer par la fenêtre et où j'arrive juste à dire que ça bouillonne à l'intérieur, mais sans détail. Pour autant, c'est pas parce que je ne suis pas en capacité de verbaliser ça plus clairement que ça n'existe pas et que ça n'a pas d'incidence sur ma vie, bien au contraire. Mais bref, malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé de probant jusque-là pour m'aider. J'ai essayé de rejoindre une étude scientifique en cours sur la gestion des émotions chez les personnes autistes, mais cela étant très prisé, vu qu'il n'existe aucun protocole d'accompagnement psychothérapeutique, je n'ai pas pu accéder à ce programme. J'ai aussi fait beaucoup de recherches et beaucoup d'expériences avec ce qu'on appelle la roue des émotions. J'ai même acheté des livres sur les émotions à destination des personnes autistes, y compris des enfants. J'ai essayé de tenir un journal des émotions, mais là aussi ça a été un échec. À chaque fois qu'on me demande ou que j'essaye de comprendre et d'analyser une situation pour savoir dans quel état émotionnel je suis, j'ai comme un énorme blanc qui survient. Soit je ne vois absolument rien, je suis incapable de dire quoi que ce soit. J'ai comme un blocage et je n'arrive pas à exprimer quoi que ce soit. Soit je devine cette espèce de tempête mentale derrière la vitre, mais ça s'arrête là. Je suis incapable de dire si je suis en colère, en dépression ou heureuse. C'est extrêmement frustrant et je peux passer des heures à essayer de comprendre sans jamais réussir. De plus, j'ai l'impression que les autres gens ressentent une émotion à la fois, ou peut-être 2 ou 3 maximum, alors que chez moi j'ai l'impression à chaque fois qu'il y a des lasagnes de multitudes d'émotions en même temps. Donc quand je suis face à la roue des émotions, même une roue simplifiée avec une dizaine d'émotions, je n'arrive pas à dire que je suis dans telle ou telle émotion. Je me dis, en fait, je ressens tout ça à la fois ou presque. J'arrive parfois simplement à déterminer si c'est une émotion plutôt négative ou plutôt positive, mais c'est tout.
Dire en quoi elle est négative et en quoi elle est positive, je n'y arrive pas, parce que c'est constitué de tellement de choses que je n'arrive pas à distinguer. Il y a aussi une chose qu'on pourrait croire, c'est que les émotions positives apportent un état positif. En tout cas, il me semble que c'est le cas pour les personnes non autistes. Quand vous êtes heureux, vous êtes bien dans votre corps et dans votre esprit, vous êtes euphorique, content, plein d'énergie, etc. Moi, quand je suis dans un état positif, si c'est quelque chose d'extrême, je vais le ressentir. Mais ça va être tellement intense et violent que ça va avoir quand même un impact négatif. Je sais que ça peut paraître paradoxal et incompréhensible, mais c'est pourtant le cas. Cela me provoque le même type de douleur physique et mentale que quelque chose de négatif. Ça me prend le même espace mental, à tel point que je ne suis plus capable de me concentrer, de réfléchir ou de faire quoi que ce soit. Mon mental est tellement envahi par là ou les émotions positives. Cela aussi m'apporte couramment des migraines et des nausées. J'ai notamment eu ce phénomène lorsque j'ai été voir le concert de Hans Zimmer, un de mes auteurs-compositeurs de musique préférés. J'étais tellement dans une émotion positive que j'ai été incapable de dormir la nuit suivante, tellement l'événement m'a envahi mentalement, et je me suis retrouvée avec une migraine très violente qui a duré plusieurs jours. Il m'a fallu plus d'une semaine avant de réussir à dormir à nouveau correctement à peu près. En fait, que ce soit une émotion très négative ou très positive, le résultat est le même. J'ai un problème d'intensité et de régulation qui ont absolument le même impact sur moi, qui lui est systématiquement négatif. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre cette situation, et je m'acharne à essayer de l'expliquer sans grand succès. Si on me demande comment se manifeste physiquement la peur, ou comment se manifeste physiquement la colère, pour moi les manifestations physiques sont toujours les mêmes, donc je n'arrive pas à les distinguer. Quand j'ai des brûlures d'estomac à tel point que je suis bloquée pendant des heures, parfois j'ai l'impression que c'est de la colère, parfois j'ai l'impression que c'est de la frustration. Parfois je n'arrive pas à comprendre, je ne trouve pas de lien entre un événement, une situation et ces douleurs physiques. Quand j'ai des migraines, je n'arrive pas à relier ça à une émotion en particulier parce que comme je l'ai dit avant, c'est un amalgame de tellement de choses que je n'arrive pas à distinguer quoi que ce soit. Quand je lis la définition des émotions, c'est comme si mon cerveau n'imprimait pas ce que je lisais et que je n'arrivais jamais à appliquer ces définitions dans ma vie courante. Je trouve ça marrant entre guillemets quand je pense à quel point quelque chose dont je ne soupçonnais pas l'existence jusque-là me pourrit la vie. Les émotions sont tellement intenses et m'envahissent tellement, elles sont tellement là que c'est presque comme avoir un organe supplémentaire qui surplombe tous les autres. D'où l'image aussi du Mind Flyer que j'aime bien. Cette espèce d'entité inconnue qu'on devine être gigantesque et complexe, mais qui reste en même temps constamment floue et distante, mais qui, par ses pouvoirs immenses, prend toute la place sans que personne s'en aperçoive, ni moi ni les autres. J'espère que mes explications auraient été suffisamment claires pour vous représenter comment une personne autiste ressent les émotions, que je vous ai permis de vous donner mon point de vue, que je vous ai permis de comprendre les spécificités du profil émotionnel chez une personne autiste. Si vous pensez que tout le monde peut être hypersensible dans les émotions, je vous dirais que chez les autistes, cette hypersensibilité comporte pas mal de particularités spécifiques. Ce qui change, c'est la nature de cette hypersensibilité. Les manifestations sont bien spécifiques et se distinguent par leur intensité, leur durée et leur fréquence. Pour une personne non autiste, le fait d'avoir une déviation sur la route habituelle sera une information anecdotique qu'ils oublieront rapidement. Ça n'aura aucun impact sur leur journée. Moi, ça va me mettre dans un tel état émotionnel que ça va me pourrir la journée entière, et si cette déviation dure plusieurs jours, je ne vais jamais réussir à m'en remettre. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous invite à liker la vidéo et à la partager si vous en avez envie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vois que beaucoup de personnes regardent mes vidéos sans s'abonner. Vous pouvez partager votre expérience dans les commentaires ou me poser des questions sur les sujets qui ne seraient peut-être pas clairs. À bientôt dans une prochaine vidéo.